Me croyez-vous pieuse? Croyez-vous que je crois à Dieu? Ce que j'ai à vous dire, le voici. Je ne crains rien, et vous moins que personne. Vous me tuerez si cela vous plaît. Un de nos 9 enfants qui a vécu n'est pas de vous. Un seul. Je le jure devant Dieu. C'est la seule vengeance que j'aurai contre vous. Contre votre tyrannie de mâle. Contre ces travaux forcés de l'engendrement auxquels vous souhaitiez me condamner toute ma vie. Qui fut mon amant? Vous ne le saurez jamais. Et vous n'aurez pas assez des jours qu'il vous reste à vivre pour le deviner. Le maire l'attendait assis dans un fauteuil. C'était le notaire de l'endroit, un homme gros, grave, à phrases pompeuses. Maître Schkorn, on vous a vu ramasser ce matin, route de Beuzeville, le portefeuille perdu par Maître Houlbreck de Manerville. Mais on m'a vu ramasser ce portefeuille? Oui, vous-même. Oh mais sa parole d'honneur, j'en ai seulement pour une connaissance. On vous a vu. On m'a vu? Et qui c'est qui m'a vu? Monsieur Malandin, le bourrelier. Ah! Ah! Ah, il m'a vu, ce Manon! Il m'a vu ramasser cette petite ficelle-là. Regardez, monsieur le maire. Voilà, je le jure. Vous ne me ferez pas croire, Maître Schkorn, que Monsieur Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille. Parole d'honneur, hein, c'est pourtant la vérité de mon Dieu, la sainte vérité. Hein. Là, sur mon âme et mon salut, je le répète. Après avoir ramassé l'objet, vous avez même encore fouillé dans la boue, voir si quelques pièces de monnaie ne s'en étaient pas échappées. Oh, si on peut dire, des menteries pareilles pour dénaturer un honnête homme, si on peut dire. Il eut beau protester, on ne le crut pas. Hein? Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas. Et les deux hommes confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlant sans cesse. Et souvent, quand il fallait en appeler un, les hommes, souvent, en criaient 3. Avant d'arriver au véritable. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 h du matin, puis à midi, Puis à 6 h le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée. Oui, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par randage, devant la table vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau, où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. un peu de viande au pot-au-feu était une fête pour tous le dimanche. Et souvent, le père s'attardait au repas en répétant « Ah, je m'y ferais bien tous les jours. » Elle courut chez le puisatier, chargé de l'extraction de la marne, et lui raconta son cas. Il l'écouta sans rien dire. Quand elle eut fini, il prononça. Voulez votre tien? Voulez votre tien? Ça sera 4 francs. Elle eut un sursaut. Toute sa douleur s'envola du coup. 4 francs? Aïe. Mais vous nous en feriez mourir, 4 francs! Bon Dieu, vous croyez que je vais apporter mes cordes, mes manivelles, que je vais monter tout ça, puis m'en aller là-bas avec mon garçon, puis me faire mordre encore par votre maudit quin pour le plaisir de vous le redonner? Bah, fallait pas le jeter. Elle s'en alla, indignée. 4 francs. Aussitôt rentrée, elle dit à Rose les prétentions du puisatier. 4 francs. Oh, c'est de l'argent, madame. Ah, si on lui jetait à manger à ce pauvre quin pour qu'il meure pas comme ça, pas. Madame Lefebvre approuva, toute joyeuse, et les voilà reparties toutes deux tenant un gros morceau de pain beurré.
Vous êtes à jeun. Hein? Je dis vous êtes à jeun. Comment ça? Et regardez-moi quand je vous parle. Soit. Quand on est à jeun, on a faim. Et quand on a faim, on se décide à manger des choses qu'on n'aimerait point à un autre moment. Je suis le plat négligé jadis que vous ne seriez pas fâché de vous mettre sous la dent ce soir. Qui vous a appris à parler de la sorte? Vous? Voyons, depuis votre rupture avec Mademoiselle de Serville, vous avez eu, à ma connaissance, 4 maîtresses, des cocottes, des artistes dans leur partie. Alors, comment voulez-vous que j'explique autrement que par un jeu momentané vos velléités de ce soir? Je serai franc et brutal, sans politesse. Je suis redevenu amoureux de vous. Voilà. Ah. Ah! Le jour de la fête approchait. Mademoiselle semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Qu'as-tu? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. C'est que cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. Il n'y a rien de plus humiliant que de paraître pauvre au milieu de femmes riches. Que tu es bête. Va voir ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. C'est vrai, je n'y avais point pensé. Il reçut les 2 femmes. Le ventre à table. Achevant son café. Bon, qu'est-ce que vous désirez? La mère prit la parole. C'est notre fille Adélaïde que je viens vous proposer comme servante, vu ce qu'a dit ce matin monsieur le curé. Quel âge cette grande bique-là? 21 ans à la Saint-Michel, monsieur Aumont. C'est bien. Alors à 15 francs par mois, puis le fricot. Je l'attends demain pour préparer ma soupe du matin. Allez. Entrez. Que désirez-vous, madame? Je viens pour un... Je viens pour un sinistre. Eh bien, donnez-vous la peine de vous asseoir. Que désirez-vous, madame? Je viens pour ceci. Il me paraît bien malade. Ah oui, il m'a coûté 20 francs. Tant que ça? Ah oui, il était excellent, c'est pour ça que je voulais vous faire constater son état. Je vois fort bien, je vois. Mais je ne saisis pas en quoi cela peut me concerner. Ben, il est brûlé. Je le vois bien. Midi finissait de sonner.
La porte de l'école s'ouvrit et les gamins se précipitèrent en se bousculant, pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupes et se mirent à chuchoter. C'est que ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Tous avaient entendu parler de la Blanchotte dans leur famille. Et quoi qu'on lui fît bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un peu méprisante, qui avait gagné les enfants sans qu'ils sussent du tout pourquoi. Quant à Simon, il ne le connaissait pas, car il ne galopinait point avec eux sur les bords de la rivière ou dans les rues du village. Aussi ne l'aimait-il guère, et c'était avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'ils avaient accueilli et qu'ils s'étaient répétés l'un à l'autre cette parole dite par un garçon de 14 ou 15 ans, qui paraissait en savoir long tant il clignait finement des yeux. Vous savez, Simon, eh bien, il n'a pas de papa. Il traversa d'abord La cuisine. puis 2 petites pièces. que cet homme habitait Avec sa femme. Il franchit ensuite un grand vestibule Monte à l'escalier, et reconnut la porte. indiqué par son ami. Je l'ouvris sans peine et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguais rien d'abord. Je m'arrêtai, saisi par cette odeur moisie et fade. Des pièces inhabitées et condamnées. Des chambres mortes. Puis peu à peu mes yeux s'habituèrent à l'obscurité et je vis assez nettement une grande pièce en désordre, avec un lit sans drap mais gardant ses matelas et ses oreillers. Dont l'un portait l'empreinte profonde d'une tête ou d'un coude. Comme si on venait de se poser dessus. Les sièges étaient en déroute. Je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entr'ouverte.